Ah, ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cet immense plagiat de script. Je suis Elsa Motte et je prends le contrôle de l'émission. Vous êtes prêts? C'est vrai qu'il me faudrait un sidekick rigolo. Qu'est-ce que... Pollux, parfait. Je suis ravi que tu aies accepté de nous rejoindre. Qu'est-ce que je fais ici et pourquoi? Tu es là pour l'émission et tu t'es porté volontaire. Ah non! Ah si. Ah non! Ah si. Ah... T'es sérieux? Bien, notre jeu est... Tu n'introduis pas le sujet de la vidéo. Pourquoi tu parles de ce jeu? Tu es supposé être le comic relief de cet épisode, pas le faiseur de morale. Mais tu as raison. Évidemment. Je pense que, dans l'ensemble, on est tous à peu près d'accord pour considérer le jeu vidéo comme une forme d'art. Tous? T'es sûr de toi? Oui, bon, c'est vrai, les plus vieux ne verront que la violence de GTA V et d'Assassin's Creed, mais il faut voir sous la surface. Ces jeux ont demandé de grandes recherches et d'énormes moyens pour créer un univers historiquement correct et cohérent. Et puis bon, si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à lire L'art dans le jeu vidéo, livre que j'ai acheté à l'occasion de l'exposition du musée Art Ludique. Donc il n'est plus disponible. Mais si le jeu vidéo est un art, alors comme l'art, il a connu des phases, des modes. Mouvement. Pour récapituler, pendant longtemps, les artistes avaient l'habitude de représenter des beautés du monde ou des scènes à couper le souffle. Puis il y a eu le modernisme, où les artistes développent des techniques pour représenter des scènes de la vie de tous les jours. Ça pouvait être des peintures de moments banals, car après tout la vie n'est pas toujours magnifique, ou des sculptures simples. Certaines peintures représentant même le flou de notre champ de vision. Ça devient compliqué pour quelque chose de banal. Oui, bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais là j'essaye de simplifier pour aller vite. Puis il y a eu le post-modernisme qui avait pour but de se moquer de l'art en faisant de l'art avec n'importe quoi. Certains essaient de critiquer des aspects de l'art, et d'autres cherchent avec beaucoup trop d'insistance des significations là où il y en a pas. Ouais. Est-ce que tu ressens l'envie de critiquer la pollution et le réchauffement climatique en laissant cet emballage de barres de chocolat sur le plan de travail? Ouais, mais je pense qu'aussi il y a une envie de retranscrire la mondialisation et ces martiens injustes. Pardon, j'ai oublié de jeter ça. C'est aussi pour ça que beaucoup de jeunes pensent que l'art est stupide avec autant de personnes qui font n'importe quoi. Non mais sérieusement, il y a un mec qui a posé ses lunettes dans une galerie d'art, et les touristes l'ont pris en photo. Et après on se demande qui est starbé. Waouh, t'as été starbé en 2018. Ouais. Mais t'es super vieux en fait. Le post-modernisme consistait donc à briser les règles de l'art. Et récemment on est entré dans le post-postmodernisme, où on recommence à faire de l'art, pour l'art, dans les règles de l'art. Waouh, quelle analyse. Oui, bon, c'est la première fois que je fais ça, tu t'attends pas à parler allemand du jour au lendemain que je sache. T'apprends l'allemand toi? Yeah. Nani? Pour le jeu vidéo, c'est un petit peu pareil. Durant la phase modernisme, les créateurs ont essayé de faire des jeux de plus en plus beaux, avec des techniques de capture et des logiciels toujours plus puissants. On voit qu'aujourd'hui, on voit presque plus les différences. Waouh! Tu savais que dans le prochain FIFA, on pourrait voir les poils des joueurs tellement le jeu serait réaliste? Notre post-modernisme est représenté par le boom des indépendants, avec des jeux revenant à un style plus simple, ou des titres se moquant du principe de jeux vidéo, comme Rock Simulator, I Am Bread ou Mountain. Avec ce genre de jeu, on peut commencer à se demander qu'est-ce qu'un jeu. Et dans le même acabit, est-ce que Cookie Clicker est un jeu? Et c'est dans cette mode que des jeux conscients d'eux-mêmes sont sortis, avec des titres comme Pony Island, Undertale, ou le jeu dont nous allons parler aujourd'hui, Doki Doki Literature Club. Boum! Eh ben nickel, on est dans les temps. Tu peux lancer l'intro. Oh, je sais pas, t'es sûr que je peux le faire? Je suis un peu gêné. Tu veux que je le fasse? Non, je le fais. Salut à tous, c'est Elsa Motte qui vous parle pour cet épisode de scénario. Just the five of us, we can make it if we try. But each day that passes by is tearing pages from my mind. Just the five of us, no escaping if I try. Though these maidens may seem kind, there's something going on behind. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Me voilà copiant honteusement les émissions des vidéastes que j'admire. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que je vais me retrouver dans la même situation que le tristement célèbre Matt Podcast? Je sais même pas qui est. Mec, ça va? Hein? Oui. Donc, Doki Doki Literature Club, qu'on va appeler DDLC, ça ira plus vite, est un visual novel / simulateur de drague sur PC, disponible sur Steam depuis le 22 septembre 2017, et est développé par la team Salvato. Jamais entendu parler. Ce qui est bien normal, et franchement, je serais surpris que tu me dises le contraire. Le studio a été fondé en 2017, ne comporte que 3 membres, et le seul jeu qu'ils ont fait jusqu'à présent est celui dont nous en parlons aujourd'hui. Pour finir la fiche technique, le jeu a été développé par Dan Salvato, qui a d'ailleurs bossé sur Project M, les illustrations ont été faites par Seth Shelley, et les décors par Velincan. Là encore, je ne peux pas donner d'illustrations ou de sources, parce que c'est leur premier jeu. Bon, on commence? Presque une dernière chose, puisqu'il s'agit d'un jeu de drague, il y a différentes routes. Je vais donc vous raconter ce que nous avons fait, tout en résumant les autres routes. Mais sachez que dans l'ensemble, ça reste globalement la même chose. Allez, on commence et... Ah bah ça commence bien. Déjà un problème. Non, c'est juste le message d'avertissement. Bon, le jeu commence par...
Donc, on entre le nom de notre personnage et c'est parti. Enfin! Le jeu commence par nous présenter l'amie d'enfance de notre personnage. Nommée Sayori, elle est présentée comme étant amicale et joyeuse. Cependant, notre personnage précise qu'elle est plus une amie d'enfance par défaut, le genre de personne avec qui tu crées un lien avec le temps plutôt que par des centres d'intérêt communs. Et dans leur cas, les deux personnages se connaissent depuis l'enfance. Apparemment, Sayori et votre personnage avaient l'habitude de marcher ensemble pour aller à l'école. Mais depuis le lycée, Sayori a de plus en plus de mal à se lever à l'heure. Résistant à l'envie de s'enfuir, notre personnage décide de l'attendre devant un passage piéton et on découvre l'apparence de Sayori. Au cours de la discussion, on découvre le caractère des deux personnages. Le nôtre est un garçon aimant faire les choses à son rythme, jouer aux jeux vidéo et lire des mangas. Manga! Oui, aussi, oui. Et il peut parfois être méchant avec Sayori. Elle, au contraire, s'inquiète beaucoup trop pour notre personnage, au point que ça devient un peu bizarre. Vous avez dit bizarre. Comme c'est bizarre. Au cours de la conversation, Sayori demande si notre personnage a rejoint un club. Le jeu de ça, c'est des clichés d'animé. Malgré le fait qu'il n'est pas intéressé à l'idée d'en rejoindre un, Sayori insiste en disant qu'elle s'inquiète qu'il n'apprenne pas à se sociabiliser. C'est vrai qu'il aurait pu mettre quelques points sociaux dans son arbre de compétences. Sans parler du fait qu'il avait promis, et elle a peur qu'il devienne un NEET. C'est quoi un NEET? NEET est un terme représentant des personnes ayant peu ou pas de contact social et qui sont inactives du point de vue de l'école ou du travail. Ah ouais, un peu comme toi. Tu es en face de moi, je te signale. Ah mince. Notre personnage promet alors que même s'il ne rejoindra peut-être pas un club, il essayera de regarder ce qu'il y a disponible. Il a croisé les doigts! Et donc, une fois de plus, notre personnage s'est laissé séduire par ses deux plus gros arguments. Les yeux. Quoi, tu pensais que j'allais dire quoi? Après une journée d'école passée aussi vite qu'une ellipse, Oh. Sayori s'approche alors que notre personnage était plongé dans ses pensées, avant de se rendre compte qu'en fait, il était resté tout seul dans la salle de classe pendant 10 minutes. Sayori l'ayant remarqué, s'est invité dans la salle de classe. Oula, qu'est-ce qu'elle nous veut? Sayori veut que notre personnage rejoigne son club de littérature. Ah! Et il refuse. Boom! Deloisiette. Sayori est la présidente du club, et même s'il n'a aucun intérêt pour la littérature, elle a aidé à le fonder en pensant que ce serait amusant. Cependant, notre personnage n'ayant lui non plus pas de réel intérêt pour la littérature, préfère porter son attention vers le club d'animé, qui l'intéresse beaucoup plus. Manga! Cependant, Sayori a dit à son club qu'elle ramènerait un nouveau membre, et l'une d'entre elles a même fait des cupcakes. C'est un piège! Trop tard. Et donc, c'est ainsi que notre personnage vend son âme à un cupcake. Après avoir suivi Sayori aux étages supérieurs de l'université, nous entrons dans la salle du club où nous rencontrons fille stéréotypée 1, fille stéréotypée 2 et Monica. Sérieusement? Bah quoi, elle c'est la Fluttershy des livres et l'autre c'est un cliché de Tsundere. Leur nom. Nous rencontrons donc Yuri, Natsuki et Monica. Et la première réaction de notre personnage est de dire que la salle est pleine de filles mignonnes. Je sais pas trop, elles sont mignonnes? Ouais. Elles sont mignonnes? Ouais. Bon bah on va dire qu'elles sont mignonnes. Même si le fait qu'elles n'ont pas de nez m'inquiète un peu. Bon, les filles s'introduisent et leur comportement correspond à ce que j'ai dit plus tôt. Yuri est l'intello super timide, Natsuki se moque de nous mais notre avis est super important pour elle, et Sayori la fille joyeuse et insouciante. Seule Monica se détache vraiment du groupe, déjà par sa posture, elle est la seule à regarder notre personnage de face, et par sa tenue. Enfin, plutôt ses bas. Enfin, je veux dire que... Bon, c'est la seule à porter du noir et du rouge. Apparemment, elle et notre personnage étaient dans la même classe l'année passée. Elle est décrite comme étant la fille la plus populaire du lycée, athlétique, intelligente et jolie. Monica soit donc le cliché de la fille populaire et presque parfaite, mais elle s'en éloigne très rapidement, et vous verrez pourquoi. Après ces présentations, les filles arrangent les bureaux pour faire une grande table. Yuri amène un set de thé, et Natsuki amène un panier avec des cupcakes en forme de chat. Oh, c'est trop mignon. Je préfère les cookies. Hey, t'aurais pu partager! Après que Sayori et Monica aient mangé leur cupcake, notre personnage reprend à son tour. Mais avant de prendre une bouchée, il remarque que Natsuki le regarde attentivement. Après avoir pris une bouchée, notre personnage atteste du niveau de délit de ce cupcake et remercie Natsuki. Celle-ci rétorque immédiatement en disant que ce n'est pas comme si elle les a fait pour lui. Sauf que c'est complètement grillé, Sayori a précisé qu'elle a fait les cupcakes pour lui, sauf que Natsuki répond que ce n'est pas pour toi. Toi. Idiot. Je note. Bah, K. Je vous parlais de clichés. Une discussion plus tard où on apprend grosso modo pourquoi Monica a créé un club de littérature et tout le monde se met d'accord pour dire qu'elle est une excellente leader, Yuri demande à notre personnage quel genre de livre il aime lire, ce qui le met immédiatement en PLS, puisqu'il n'a presque rien lu lors des dernières années. Après quelques instants de silence, il répond à moitié des mangas, ce qui fait d'ailleurs réagir Natsuki. Yuri soupire en constatant que notre personnage n'est pas un gros lecteur. Ce dernier rétorque presque immédiatement en disant que ça peut changer.
Et croisez les doigts. Il demande alors à Yuri quel genre de livre elle aime lire. Celle-ci répond par des livres de science-fiction, de la fantasy et surtout dernièrement, de l'horreur. Natsuki réagit de nouveau en disant qu'elle n'aime pas les livres d'horreur. Yuri ne comprend pas pourquoi et Monika s'incruste en disant qu'elle se souvient que Natsuki aime tout ce qui est mignon. Sayuri en rajoute en disant que tout ce que Natsuki fait est mignon. Ces dernières phrases met Natsuki en colère et elle crie qu'elle n'est pas mignonne. Et là, mesdames et messieurs, nous avons notre running gag. Natsuki déteste qu'on dise qu'elle est mignonne. Alors là, très inspiré, très original, la crème de la crème, vraiment. Rien à relire. Et parce que le fun ne s'arrête jamais, Monika, tel un scorpion en soif de fatalité, sort un bout de papier sur lequel Natsuki a écrit un poème. Mignon, évidemment. Natsuki arrache le poème des mains de Monika pour l'empêcher de le lire. La grande déception de Sayuri et de notre personnage qui aurait bien aimé savoir ce qu'elle a écrit. Natsuki lance un rapide regard vers notre personnage avant de dire que de toute façon, il n'aurait pas aimé. Sauf que Monika propose une nouvelle activité pour le club. Chaque membre va devoir écrire tous les soirs un poème qu'il montrera aux autres membres le lendemain pour qu'ils apprennent à mieux se connaître. Et là, si le bout de papier était un coup de poignard dans le dos, avec cette nouvelle activité, Monika vient carrément d'y aller avec l'arsenal de Rubito. Cela est donc la première information importante du jeu puisqu'il s'agit là de la mécanique principale qui déterminera avec quelle fille vous allez créer un lien. Écrire des poèmes. Yay. Malgré leur réticence à cette idée, Yuri et Natsuki ne voulant pas vraiment exposer leur côté obscur, les deux filles finissent par accepter devant la seule présence de notre geek alpha. Monika est sur le point de finir la séance, mais se fait couper par notre personnage, rappelant un tout petit problème. Il ne fait pas partie du club, et ne compte pas le rejoindre. Il aimerait d'abord voir les autres clubs. Enfin, surtout celui d'animé. Cependant, les filles sortent leur arme ultime, leurs yeux de chien battu. Mais c'est le chantage. N'ayant finalement pas vraiment le choix, notre personnage accepte de rejoindre le club, se disant que si la seule condition pour passer du temps avec ses filles est d'écrire des poèmes le soir, alors c'est un maigre prix à payer. Moi je serais parti pour cette raison. Pareil. Après ça, tout le monde rentre chez soi, et notre personnage fait un bilan de sa journée. Manipulation, chantage et... a vendu sur la main un cupcake. Et c'est là qu'on écrit notre premier poème, déterminant alors quelle route vous allez prendre. Alors je l'ai déjà dit, mais devenir ami avec telle ou telle fille ne fait que débloquer des mini-scénarios alternatifs. L'histoire globale, elle, reste la même. Allez, c'est reparti. Deuxième jour. Pardon, je voulais dire mardi. Après que Monika accueille notre personnage, Yuri le remercie d'avoir tenu sa promesse, avant de se faire arrêter par Natsuki qui le dépeint comme étant quelqu'un de fainéant, vu qu'il n'a pas rejoint le club lors des 2 dernières années. Elle ajoute même qu'il a intérêt à être sérieux s'il veut s'en sortir. Monika sort de nulle part et la taquine sur le fait qu'elle garde ses collections de mangas dans la salle du club. Natsuki est vexée et avant de partir, elle écrit que les mangas c'est de la littérature. Ouais. Sayuri rassure tout le monde en disant qu'aussi longtemps que notre perso s'amuse, il fera de son mieux. Elle cite en exemple les moments où elle a fait la cuisine ou le ménage chez elle. Mais il contre ces deux arguments en disant que la chambre de Sayuri est tellement bazar qu'elle ne peut pas se concentrer et qu'elle a failli mettre le feu à sa maison la dernière fois qu'elle a fait la cuisine. Ah, ça change un peu le pourquoi du comment. Bon, la scène était en réalité là pour mettre en avant l'amitié entre Sayuri et notre personnage. Yuri en est presque jalouse. Sayuri dévoile alors que Yuri avait apporté un cadeau pour notre personnage, rendant sans le faire exprès ces dernières très gênées. Après l'avoir rapidement rassuré, Yuri sort un livre de son sac et l'offre à notre personnage. Comme le livre est assez petit, elle pensait que ce serait bien pour l'introduire à l'univers de la littérature. Non, comme c'est gentil. On est vraiment dans un jeu de drague. Et là, nous avons notre premier fusil de Chekhov, le livre. Tiens, Trapolux. T'es sûr que c'est pas MacGuffin? Oh, regarde, un rang! Bon, on récupère le livre et tout le monde retourne à leurs activités. Pour cette partie de la journée, vous allez passer du temps avec l'une des 3 filles selon le poème que vous avez écrit. Si vous avez choisi Yuri, votre perso va lire avec elle le livre qu'elle vous a donné. Si vous choisissez Sayuri, la relation entre elle et votre perso sera dévoilée. Choisissez Natsuki et vous découvrirez sa passion du manga. Un choix difficile. Pas vraiment, puisqu'on va toutes les faire. Bah nickel. Commençons avec Yuri. Après avoir remarqué ses regards furtifs et le fait qu'elle lit le même livre qu'elle a donné il y a pas 2 minutes, notre perso s'approche et s'excuse de l'avoir dérangée et lui demande comment elle s'est retrouvée avec 2 copies du même livre. Elle s'excuse à son tour et explique en bégayant qu'elle relit certains passages du livre, qu'elle était passée au magasin la veille et qu'elle s'est retrouvée avec une 2e copie du livre. C'est suspicieux. Yuri résume ensuite un bon bout de l'histoire et émet une pensée philosophique avant de s'arrêter et d'expliquer qu'elle se laisse facilement emporter par l'histoire de ses livres. Notre personnage se montre étrangement compréhensif et propose de commencer à le lire. Il s'installe alors à côté de Yuri qui, n'étant pas habitué à lire avec quelqu'un, se met à stresser de ouf. Ça va, Pollux? Oui. Même pas le temps de commencer à lire que votre personnage remarque déjà le fait que Yuri lit notre livre au lieu du sien. Elle s'excuse encore une fois et votre personnage décide de mettre son livre entre elle et lui. Chacun tient une moitié du livre et il commence à lire. Après quelques minutes, notre personnage fait remarquer que la fille du livre ressemble à Yuri d'une certaine manière. Yuri le prend un peu mal, mais notre perso contre-attaque en disant que c'est mignon d'une certaine manière. La technique des vrais pour sauver toute situation de jeune couple. Avant même de laisser Yuri formuler sa phrase, Monika sort d'un coup du hors-champ. Elle demande au club de se regrouper pour pouvoir partager les poèmes. Stop. Si vous avez choisi Sayuri, alors vous découvrirez le vrai visage de notre personnage. Vu que tout le monde a l'air d'être occupé et que notre perso est trop fainéant pour lire, ce dernier s'assoit à une table, commence une sieste et finit par écouter la conversation de Sayuri et Monika. Les 2 présidents du club discutent d'un festin
festival et comment recruter de nouveaux membres. Monica propose de faire des gâteaux et Sayori propose des cupcakes. En entendant ça, notre perso s'endort en se disant que Sayori sera toujours la même. Un peu plus tard, Sayori réveille notre perso car il n'est pas dans un club de sieste. Ah, il y a le club de sieste. Sayori le rappelle à l'ordre, lui expliquant que maintenant qu'il est dans un club, il aura fatalement moins de temps pour les animer, et qu'il ne devrait pas rester éveillé trop tard. Notre perso réagit en disant qu'elle ne devrait pas parler si fort, et vérifie si Monica l'a entendu. Il finit quand même par avouer que Sayori ne veut que son bien, et qu'elle sera toujours là pour lui. Non, comme c'est gentil. Notre perso va quand même répliquer que Sayori devrait s'occuper un peu plus d'elle. Aujourd'hui encore, elle ne s'est pas levée à l'heure, elle ne s'est pas coiffée, elle a du dentifrice sur son col, son ruban n'est pas droit, et son gilet n'est même pas attaché. Oh ouais, après, elle s'étonne qu'il a pas d'amoureux. Ah, ce mec est un connard. J'avoue, quel crétin. Aussi bien lancé sur la voie du sociopathe, notre perso décide de corriger le look de Sayori, en commençant par attacher son gilet. L'image change alors pour un angle représentant la perfection la gêne de la scène. Non mais vraiment, tout est là. Le sourire gêné, la distorsion, l'angle débulé, la position des pieds de Sayori sur syndrome de Stockholm, tout. Continue d'avancer, sinon on s'en sortira jamais. Notre personnage rencontre donc un problème. T'as conscience? Non, il n'arrive pas à attacher un des boutons. Comme Sayori n'attache jamais son gilet, elle ne s'est pas rendu compte qu'il est devenu trop petit. Après quelques efforts, le gilet est attaché, mais Sayori est tellement mal à l'aise qu'elle le détache très rapidement. Elle émet ensuite une idée, si elle n'attache jamais son gilet, alors elle n'aura jamais d'amoureux, et d'autres moments comme celui-là pourront avoir lieu. Ensuite... Tiens, qu'est-ce que... Jacob, bah ça alors. Pollux. Sayori et notre personnage font alors un marché. Si elle se lève à l'heure, il se couchera pas trop tard. Sayori ajoute même que vu qu'il s'occupe mieux de l'autre que d'eux-mêmes, alors notre perso devrait venir la réveiller le matin. C'est une très mauvaise idée. Dieu merci, c'était une blague. Du coup, c'est à ce moment-là que Monica demande au club de se regrouper, et du coup, Natsuki. En s'approchant de Natsuki, on peut l'entendre se plaindre du fait que Monica ne range jamais les tomes dans le bon ordre, tout en essayant de les ranger. Natsuki demande ensuite à notre personnage s'il lit des mangas, alors qu'elle le sait déjà, il l'a dit la veille, et apparemment ça se voit sur le bout de son nez. Notre perso prend alors un tome qui traînait de l'autre côté de l'étagère. Natsuki le chope direct pour pouvoir le ranger avec les autres, complétant ainsi sa collection. J'avoue, c'est tellement bien d'avoir une collection complétée. En s'approchant, on découvre que le manga se nomme Parfait Girl. Parfait est en soi le terme français parfait représentant la perfection, ou un dessert à la crème. Je penche pour le deuxième. Natsuki invite notre personnage à lire ce manga, dont il n'a jamais entendu parler. Après un rapide résumé, on se rend compte qu'il s'agit d'une version de manga du jeu, le dessert à la crème en plus. Natsuki révèle au passage que c'est grâce à ce manga qu'elle s'est mise à la cuisine. Enfin, elle le révèle de façon tsundere. Non, c'est parce que dans ce manga, ils font de la cuisine que moi je me suis mis à la cuisine. Tu prends pour qui? C'est juste que je me suis mis à la cuisine peu de temps après avoir lu le manga, c'est tout. Après quelques minutes de lecture, notre perso redemande à Natsuki si elle ne s'ennuie pas à juste le regarder lire le manga. Elle rétorque que pas du tout, et dans un autre élan de compréhension, notre perso dit qu'il sait ce qu'elle ressent, et que lui-même est content quand un de ses potes commence une série qu'il aime. Regarde Gravity Falls! Notre perso demande si elle voit de quoi il parle, et elle répond que non. Si elle faisait ça, ses amis se moqueraient d'elle, car elles pensent toutes que les mangas, c'est pour les enfants. Ah ouais? Bah va montrer ton Kyogul à un gosse, on va voir s'il est pas traumatisé après. Elle ajoute même qu'elle a peur que son père découvre sa passion pour les mangas, et que c'est pour ça qu'elle les garde dans la salle du club. Après plusieurs minutes de lecture durant lesquelles Natsuki est surprenamment joyeuse, Monica demande au groupe de se rejoindre. Phew, on revient à l'histoire commune. Et ça nous a pris que 2 pages. Honnêtement, on va juste sauter les poèmes car ils n'apportent rien à l'histoire en dehors de montrer quel style aime quelle fille. En revanche, les poèmes que vous écrivez ont un effet triangulaire. Il va plaire à l'une des filles, ne pas avoir d'effet sur la deuxième et déplaire à la troisième. Et si vous comptez faire une route précise, eh bien l'une des filles arrêtera de vous montrer ses poèmes au bout du 3e jour. Bon, ça marche aussi dans l'autre sens. La fille avec laquelle vous avez créé un lien vous montrera un poème spécial lors du dernier jour. Bon, on va quand même vite fait s'arrêter sur celui de Monica. Alors là aussi, pas grand chose d'intéressant. Monica espère que tout se passe bien pour notre perso et rappelle que comme il est nouveau, il ne devrait pas être effrayé de proposer de nouvelles idées pour le club. Après avoir lu notre poème, elle vous dira quelle fille il aimera et vous donnera des indices sur ce qu'aiment les autres filles. Ou alors elle rappellera à quel point notre perso est proche de Sayori. Son poème est... un poème, mais seules les 3 dernières lignes nous intéressent. Je réalise maintenant que je ne regarde pas à l'intérieur. Je regarde à l'extérieur. Et lui, de l'autre côté, regarde à l'intérieur. Notre personnage lui demande ensuite d'où vient son inspiration. Monica répond qu'elle ne veut pas en parler pour le moment, mais peut-être quand tout le monde sera devenu amis. Elle donne ensuite un excellent conseil d'écriture et notre perso retourne vers son sac. Pendant ce temps, les filles échangent leurs poèmes. Monica et Sayori discutent joyeusement alors que Natsuki et Yuri sont en désaccord. La première ne comprend pas le poème et la deuxième trouve que le résultat est mignon. Et si vous avez bien suivi, ceci est le mot-clé de notre running gag. Natsuki le prend mal, évidemment, et agit en bonne tsundere qu'elle est. Évidemment. Évidemment. Une prise de bec a lieu.
J'entends rigoler, Pollux. Les deux se disputent que notre personnage a aimé un poème plus que l'autre. Natsuki essaye d'attaquer en disant que Yuri est un but d'elle-même. Yuri contre-attaque en disant que si c'était le cas, elle ferait en sorte que toutes ses actions soient trop mignonnes. Natsuki lance une diffamation vulgaire sur les attraits féminins de Yuri, et on va s'arrêter là, j'ai pas envie de m'avancer sur ce sujet. Les deux filles se tournent alors d'un coup vers notre personnage, elles s'accusent mutuellement. Mais madame, c'est lui qui a commencé. C'est pas vrai, c'est lui. Vas-y, c'est toi qui vas taper en premier. Menteur, c'est toi. Et vous devez alors choisir un côté. Enfin, pas vraiment, qu'importe la fille que vous choisissez, le personnage du joueur finit par défendre les deux côtés. On peut demander à Sayori de gérer la situation, mais ça revient au même, en dehors de défendre le statut de vice-président de cette dernière. La dispute finie, Monika demande au groupe ce qu'ils ont pensé de la séance. Tout le monde est d'accord pour dire que ça s'est relativement bien passé, et c'est la fin de la journée. Ah pardon, il y a une petite discussion avec Sayori pour clarifier les choses, elle en profite pour dire à quel point elle apprécie le fait que notre personnage ait rejoint le club. Fin du deuxième jour. Je vais chercher un verre La d'eau. troisième journée commence par les salutations de Sayori qui sont suivies d'une demande. Elle commence à avoir faim et elle invite notre personnage à aller acheter un snack avec elle. Il refuse et demande de voir son porte-monnaie à la place. Rude. Ouais, ça rend pas très bien en français. En réalité, notre personnage avait tout prévu. Quand Sayori ouvre son porte-monnaie, il n'y a que 2 petites pièces qui en sortent, confirmant ses soupçons. Notre perso explique alors à la Phoenix Wright qu'il connaît bien Sayori, qu'elle cherchait juste un prétexte pour qu'il lui prête de l'argent pour acheter des friandises. Par-dessus ça, elle a toujours faim. Comme tous les adolescents. Bah, non, pas moi. Bah t'es quoi toi alors? Sayori demande à Yuri de convaincre notre perso de lui donner de l'argent. Yuri refuse, mais Natsuki sauve la situation en lui apportant un cookie. Ou plutôt en lui jetant le cookie à la face. Sayori est contente, mais elle veut quand même un bout du cookie de Natsuki, parce que le sien a des pépites de chocolat. Elle arrive à lui piquer un morceau d'une manière très dérangeante et s'enfuit dans un coin de la pièce. Natsuki veut se plaindre auprès de Monika, mais celle-ci n'est pas là. Cette dernière arrive quelques instants plus tard en expliquant qu'elle suit des cours de piano. En apprenant cela, Sayori lui dit qu'elle devrait jouer un morceau pour le club, et après nous avoir regardé, elle accepte de jouer quelque chose quand elle sera devenue un peu meilleure. Tout le monde s'installe et l'histoire se sépare de nouveau. Ouais, j'ai un peu accéléré. Bon, qu'on soit qui? Pile ou face? Mais il y en a 3. Face, commence par Sayori. Ok. Sayori appelle notre personnage et lui demande s'il veut bien l'accompagner pour récupérer du matériel pour se préparer pour le festival. On y reviendra un peu plus tard. Il accepte, mais Monika intervient. Voyant que Sayori s'apprêtait à faire ce qu'elle est supposée faire, vice-présidente, tout ça, elle propose de le faire à sa place, mais Sayori insiste et Monika accepte de la laisser faire son job. Sur le chemin, Sayori parle un peu plus du festival et lit un poème de façon sérieuse. Enfin, je crois. On va en parler quand les 3 scénarios seront finis. Une fois la salle de classe vide trouvée, Sayori, notre perso, entre et se dirige vers le placard. Sayori récupère une boîte de crayons de couleur et en profite pour chercher sa couleur favorite. En se poussant pour que notre perso puisse chercher le reste du matériel, elle se cogne violemment le front contre l'étagère. Notre perso inspecte la blessure et voit qu'une bosse bien rouge est en train de se former. Voyant qu'il faut de la glace mais il ne sait pas où en trouver à cette heure tardive, il part chercher la deuxième meilleure option, du jus de pomme. Du distributeur automatique. Parce que le jeu se passe au Japon, et là-bas les distributeurs sont super bien réfrigérés, et du coup les boissons sont super froides. Ah, ouais. La boisson ramenée, Sayori commence à la boire, avant d'être rappelé que c'est pour sa bosse. Cette situation étant apparemment similaire à beaucoup d'autres, Sayori demande à notre personnage s'il se rappelle de leur enfance. Ce qui veut dire qu'on va commencer une séquence flashback. En fait non. Bah, pourquoi? Parce que les informations sont pas très intéressantes pour la vidéo. Alors, certes, c'est sûrement très mignon, tout ça, mais si vous voulez en apprendre plus sur elle, bah... jouez au jeu. Après le flashback et le développement du personnage, les deux adolescents se promettent de ne jamais changer, et de continuer à s'occuper l'un de l'autre. Ouh, je le sens mal. Après un moment de silence, Sayori pense qu'il faudra retourner à la salle du club avant que Monika ne s'inquiète. Avec un peu d'effort, Sayori se relève, ils récupèrent le matériel qu'ils étaient venus chercher, et sont de retour juste à temps pour partager les poèmes. Rewind. Passons à Natsuki. Natsuki s'approche pleine d'espoir, voulant surtout récupérer son manga. Notre perso a surprenamment tenu sa promesse et a lu le tome en entier. Natsuki vérifie si le manga n'est pas abîmé et il se dirige vers le placard pour le ranger. Sauf que, surprise, Monika a de nouveau déplacé les mangas, et ce coup-ci, tout en haut de l'étagère. Mais c'est pas de sa faute. La prof était juste pas contente qu'elle prenne autant de place avec ses livres. C'est pour sa défense maintenant. Non. Mais je vais faire un podcast sur les profs. Le problème, c'est que les mangas sont beaucoup trop hauts pour Natsuki, et celle-ci refuse d'admettre qu'elle est trop petite, et refuse du coup l'aide de notre perso. Elle tente d'abord d'utiliser un petit escabeau, mais sans grand succès. Elle récupère ensuite la chaise roulante du professeur, et elle arrive à atteindre la boîte de manga du bout des doigts. Oh, c'est tellement une mauvaise idée. Je plus sois. Natsuki reste têtue comme une mule et refuse toujours l'aide de notre personnage, avant de l'accuser de ne pas l'aider quand la chaise commence à bouger. En se mettant en place pour maintenir la chaise, notre perso se retrouve dans la délicate situation où sa tête n'est pas très loin de la jupe de...
Bon, il a quand même la décence de regarder ailleurs. Mais quand Natsuki se rend compte que la boîte de manga est trop lourde et qu'elle ne pourra pas descendre la chaise sans tomber, elle demande à notre perso de récupérer la boîte. Sauf que s'il fait ça, elle devra lâcher la chaise, et Natsuki tremble comme une feuille à cause du poids et du manque d'équilibre. Elle insiste et se retourne en voyant alors la position de notre bonhomme. Elle réagit de façon prévisible, tsundere tout ça, et elle leur donne de la laisser seule, elle se débrouillera toute seule. Mais à cause de son agitation et de son manque d'équilibre, la chaise glisse sous ses pieds et Natsuki tombe. Bah voilà, je l'avais dit. Notre perso arrive à la rattraper et tente de se protéger de la pluie de livres qui leur tombe dessus. Une fois la tempête passée, Natsuki réalise qu'elle n'est pas sur le sol, mais dans les bras de notre perso. Elle le frappe et s'éloigne de quelques mètres. Évidemment. Monika arrive et demande si tout va bien. Natsuki dit que c'est ce qui arrive pour aimer le manga aussi haut et essaye d'incriminer notre perso. Ce dernier n'arrive pas vraiment à expliquer la situation pour se défendre, mais Monika chuchote qu'elle lui fait confiance. Elle s'excuse une nouvelle fois auprès de Natsuki et repart. Cette dernière, se rendant compte que la plupart des tomes ont atterri sur une page et qu'une large marque diagonale est maintenant sur la majorité des tomes, craque et se met à pleurer. À cause des mangas? Je sais qu'une collection complète est importante, mais bon, quand même. Non. Natsuki s'explique et on comprend vite que sa vie de tous les jours est très compliquée. Le club de littérature est le seul endroit où elle peut décompresser. Notre perso essaye alors de la réconforter et commence à ranger les mangas, dans le bon ordre et à la bonne hauteur. Une fois fini, elle le remercie et les deux commencent à lire le deuxième tome de Perfect Girl. Rapidement, Natsuki retrouve une bonne humeur et comme pour la veille, elle prête le tome à notre perso pour qu'il puisse le finir chez lui. En bobine, on passe à Yuri. Notre personnage s'approche de Yuri qui l'attendait en lisant un livre. Avant de commencer la lecture, Yuri demande si elle peut faire du thé. Parce que s'il y a bien une chose qui peut rendre sa lecture encore meilleure, c'est une bonne tasse de thé. Bof, je préfère le chocolat chaud. Notre perso accepte et elle part chercher une bouilloire et une carafe. Elle branche la bouilloire et s'apprête à aller chercher de l'eau. Notre perso propose de l'accompagner et Yuri accepte. Mais, avant même de franchir la porte, Monika demande où est-ce qu'ils partent. Quand notre perso explique qu'ils vont chercher de l'eau, Monika demande si ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Yuri réagit en disant qu'elle devrait s'occuper de ses oignons et qu'il n'y a rien de mal à introduire quelqu'un aux activités du club. Faire du thé, c'est une activité du club? Non, mais si j'ai laissé ça, c'est parce que je pouvais pas vraiment sauter tout le morceau qui suit. Bon, je vais pas tout résumer non plus. En gros, Yuri s'en veut encore d'avoir parlé sans penser, et notre perso tente de la réconforter. Il y a ensuite un discours sur le fait qu'on ne peut pas tout le temps retenir ses émotions, et que l'amitié c'est magique. Est-ce que je viens sérieusement de dire ça? Bref, ils sont amis, tout va bien, Yuri finit de faire le thé, et demande s'ils peuvent se mettre sur le sol contre le mur. Vous vous demandez sûrement pourquoi. Oui. Pourquoi? C'est parce que Yuri souffre de douleurs lombaires chroniques. Elle me le dos, quoi. Oui, et ces douleurs sont bien évidemment créées par sa posture de lecture, parce qu'elle se penche en avant quand elle lit, du coup elle se tient mal. Ouais, c'est posture de lecture. Pourquoi tu le dis comme ça? Bref, il s'installe et notre perso ramène des carrés de chocolat. Cependant, Yuri ne veut pas que son livre soit sali, et finit par tenir le livre pour eux deux, ce qui fait qu'ils sont encore plus proches que la fois d'avant. Une fois la lecture commencée, notre perso en profite pour attaquer les carrés de chocolat. Il mange un premier morceau et entend un autre à Yuri. Celle-ci brosse simplement les lèvres et une conclusion simple s'en déduit. Yuri avale le chocolat avant de se rendre compte de la situation. Elle est visiblement très gênée, mais son manque de connaissance dans la catégorie amitié lui fait penser que c'est normal. C'est ce que font les amis. Non. Après ça, il se passe pas grand chose d'intéressant, donc on va arrêter le malaise ici. Du coup, on va résumer ce qui se passe quand les filles aiment le poème. Dans l'ensemble, elles sont toutes très gênées d'aimer les poèmes. Natsuki et Sayori essayent même de le garder, et Yuri est relativement surprise d'être à l'aise. Il y a aussi un peu plus de développement, et elles expliquent toutes de manière différente qu'elles ont une passion ou un hobby un peu bizarre, et que les autres ne devraient pas s'en moquer. Et c'est vrai. Quant à Monika, ça reste globalement la même chose. Elle confirme quelle fille va aimer le poème, et donne une ou deux infos sur elle. Elle invite notre perso à passer du temps avec les autres filles, et même elle si ça le tente. Son poème parle de sons et de flashs de couleur rouge, bleu et vert, et se finit par « Charge-moi ». Attends. Oh oui, oh là, 35% de batterie, eh oh. Elle explique sa façon de jouer avec l'espace de la page pour transmettre un message. C'est encore une fois très intéressant si vous voulez écrire un poème. Elle enchaîne avec son conseil de la journée en disant qu'il ne faut pas oublier de sauvegarder régulièrement. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va faire face à un choix difficile. What? Monika ne sait même pas de quoi elle a parlé. Elle déjoue la tension en rigolant et en remerciant de l'avoir écouté. Ce fut surprenant. Avant de finir la session, Monika demande au groupe de se réunir pour parler du fameux festival. Natsuki et Yuri ne sont pas vraiment tentés, elles ne pensent pas pouvoir faire quelque chose de bien en moins d'une semaine. Monika les rassure en disant qu'il ne faudra pas plus que quelques décorations. Elle a designé quelques prospectus et Sayori travaille sur les posters. Monika annonce finalement qu'ils vont faire une représentation. Chacun d'entre eux va devoir choisir leur poème préféré et le réciter devant les autres. Par-dessus ça, n'importe qui peut venir réciter son propre poème. Ah bah ça tombe bien, j'ai le mien juste là. Les roses sont rouges, les jambons sont roses. Quand je pense à toi, je pense à la tuberculose.
Ah. Très engagé. Natsuki et Yuri sont encore plus à l'encontre de cette idée. Elles refusent de jouer devant une foule. Monika comprend que c'est un peu trop pour elles. Elles ont commencé à partager leur poème il y a seulement 3 jours et c'est déjà compliqué. Mais Monika insiste, disant que si tout le monde arrive à faire une bonne performance, plus de monde dans la foule sera tenté de faire pareil. Et peut-être qu'ensuite ils pourront découvrir le monde magnifique de la littérature. Magnifique. J'avoue, la science est tellement mieux. Sayori dit que la littérature, c'est exprimer ses sentiments, être proche de soi-même, découvrir de nouveaux horizons, et s'amuser. Monika finit en disant que ce sont pour ces raisons que tous les membres du club sont là aujourd'hui, et qu'ils devraient inspirer les autres à découvrir les sentiments qui les ont amenés ici. Alors là, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, aucune d'entre elles ne sont là pour la littérature à la base. Les deux filles ne sont toujours pas convaincues. Notre perso décide de sauver la situation en disant qu'il est d'accord avec Monika. Elle a travaillé dur pour essayer de trouver de nouveaux membres et ce récital est le moins qu'il puisse faire. Devant la présence et la parole de notre saint protagoniste, les deux filles finissent par céder. Ce chantage. Sayori et Monika sont ravis. La dernière demande au groupe de prendre leur poème préféré et de le réciter devant les autres, en guise d'entraînement. Encore une fois, Yuri et Natsuki sont prises à dépourvu. Monika n'est quand même pas un monstre complet et propose d'y aller en premier, si ça peut les aider à se sentir un peu plus à l'aise. Les 4 filles de notre perso passent chacun leur tour et leur talent est à peu près égal à leur expérience dans le domaine. Ce qui veut dire que notre perso était pas terrible. Monika remercie le groupe encore une fois. Elle demande de choisir le poème qu'ils vont réciter et de s'entraîner chez eux, sans oublier de lui dire le nom du poème pour qu'elle puisse le mettre sur le prospectus. Sur le chemin du retour, Sayori dit à notre personnage que Yuri aurait demandé un jour si elle pouvait marcher avec notre perso sur le chemin du retour. Elle demande alors avec quelle fille il voudrait rentrer. Et vous avez un choix. Ah enfin, alors, qu'est-ce qu'on choisit? Grâce au pouvoir du montage, les deux. Si vous choisissez Sayori, elle vous dira que vous devriez choisir Yuri. Après tout, elle est belle et intelligente. Notre perso dit qu'elle a l'air d'aimer marcher avec lui et qu'il ne devrait pas gâcher ça pour elle. Sayori dit qu'il s'inquiète trop pour elle et que Yuri le mériterait. Mais notre perso a fait son choix et ne comprend pas ce que Sayori sous-entend. Si vous choisissez Yuri, Sayori dit que vous avez raison. Après tout, elle est belle et intelligente. Son manque de nez continue de me consterner. C'est vrai que c'est chelou. Elle a déjà du mal à se sociabiliser et notre perso ne voudrait pas la blesser. Mais de toute façon, ça ne sert à rien de spéculer sur quelque chose qui n'arrivera jamais. Sayori répond qu'elle aime y penser. Après tout, il n'aura bientôt plus besoin d'elle. Notre perso réagit en disant qu'aucune fille du club n'est supposée la remplacer. Il ne comprend pas ce qu'elle insinue. Fin du 3e jour. Et pause, faut que j'y aille. Ouais, faites une pause, notez le timecode, mettez les vidéos de côté et revenez plus tard. Tiens, d'ailleurs, on va recharger la caméra. C'est bon, on peut reprendre ? Ah, ça va mieux, c'est bon. C'est parti pour le 4e jour. La journée commence par Monika qui arrive en retard à cause de ses cours de piano. Yuri la félicite quand même pour son courage, malgré la place en plus que ça prend sur l'emploi du temps. Monika répond que c'est peut-être plus de la passion. Elle rappelle que le club n'existerait pas sans eux, et elle les remercie de nouveau pour leur aide avec les préparatifs. Natsuki, malgré le fait qu'elle n'aime pas l'idée de présenter un poème, est déjà excitée pour le festival de lundi prochain, et dit que Monika va sûrement se goinfrer de calamar. Cette dernière ne comprend pas vraiment pourquoi, et Natsuki explique que c'est dans son prénom, Mon-Ika. Parce que... Monika. Calamar. Personne ne va comprendre cette blague. Mais si, elle est énorme. Non, personne n'a compris. Monika se défend en déniant l'idée, et en disant que de toute façon, cette blague n'a aucun sens une fois traduite. Natsuki est laissée aussi confuse que Pollux. Et répond simplement que sa réaction n'était pas aussi drôle que celle de Yuri ou Sayori. En parlant du loup, cette dernière est assise au fond de la pièce avec un air morose. Notre perso agite la main devant elle pour la réveiller, et lui demande si tout va bien, alors que ça ne va visiblement pas. Sayori dit que tout va bien et qu'il ne devrait pas s'occuper d'elle. Notre perso obéit mais reste inquiet. Il demande donc à Monika si elle n'a pas remarqué quelque chose. Monika est surprise que ce ne soit pas l'inverse. Notre perso connaît Sayori beaucoup mieux qu'elle. Il répond que d'habitude elle lui dit ce qui ne va pas, mais aujourd'hui elle reste très évasive. Monika explique rapidement que c'est peut-être lui le problème, insinuant que Sayori est amoureuse de notre personnage. Il a du mal à y croire, c'est un garçon après tout, et Monika accepte d'aller parler à Sayori. Les deux filles commencent à discuter, mais notre perso est trop lent pour entendre quoi que ce soit. Alors oui, dans les films, les effets spéciaux sont surtout avec des fonds verts, grâce aux images de synthèse et... Dis, est-ce que tu sais comment ils ont fait les effets spéciaux pour ce film ? Si. Le scénario se sépare de nouveau, mais heureusement nous n'aurons pas à nous occuper de Sayori, ce qui fait que nous n'avons qu'un seul moyen d'affaire. On commence par Natsuki, qui appelle notre perso pour continuer la lecture de Parfait Girl. Elle voit qu'il est inquiet et propose, à sa façon, de repousser la lecture. Il dit que tout va bien et qu'il est juste soucieux pour Sayori. Natsuki a un sursaut avant de se rendre compte qu'elle avait mal compris la phrase, et dit que c'est probablement juste une mauvaise journée. Après tout, il est le meilleur ami de Sayori, donc elle devrait lui dire si quelque chose ne va pas. Non, pas quand il s'agit de sentiments. Fichu sentiment, toujours en train d'interférer avec la logique. Natsuki rassure notre perso et ils commencent leur lecture. Et c'est tout.
Spelen. Notre perso remarque que Yuri l'espionne, cachée derrière un livre. Connaissant sa timidité, il s'approche et s'installe à côté d'elle. Elle s'excuse de l'avoir dérangé, elle voyait à sa posture qu'il était inquiet et qu'il voulait du temps pour penser. Comment elle a deviné tout ça? Elle sait lire le langage corporel. Pardon, la métacommunication, comme disait le jeune. Yuri demande à notre perso s'il veut en parler, et il explique que c'est Yuri l'inquiète. La scène se déroule alors à l'opposé de celle avec Natsuki. Yuri dit que certaines personnes peuvent cacher de grands secrets et que leur comportement ne correspond pas toujours à leur ressenti. Elle confirme que Yuri a l'air d'aller mal, puis elle regarde dans les yeux de notre perso. Elle finit par dire qu'il découvrira peut-être des sentiments dont il n'était pas au courant. Notre perso dénie tout ça et propose de commencer à lire. C'était rapide. Attends de voir la suite. Monika propose de partager les poèmes. La différence ce coup-ci, c'est que dans le cas de Yuri et Natsuki, vous aurez des infos sur elle. Elles considéreront notre personnage comme un ami proche. En revanche, Sayori insiste sur le fait qu'il devrait passer du temps avec les autres filles, et non pas avec elle. Elle va même jusqu'à pleurer parce qu'elle s'inquiète trop pour elle, puis elle rentrera chez elle. Mais pourquoi? Parce que l'amour! Cette sale petite salopiote. Quant à Monika, la discussion est un petit peu différente. Après avoir lu notre poème, elle dira que notre perso s'est vraiment rapproché de Sayori, et demande à quel point il est proche de cette dernière. Notre perso rappelle encore une fois qu'ils sont meilleurs amis, et Monika dit qu'il devrait faire attention à elle. Elle est beaucoup plus heureuse depuis qu'elle a rejoint le club, mais elle est devenue beaucoup plus fragile. Et ce serait vraiment dommage s'il lui arrivait quoi que ce soit. Oh là là, oui. Ce serait vraiment dommage. Quel suspense. Si vous avez choisi n'importe quelle autre fille, la discussion reste globalement la même. Monika constate à quel point on veut se rapprocher de telle fille, elle dit aussi à quel point elle est devenue fragile en s'ouvrant à notre personnage. C'est bien une preuve que les émotions c'est pour les faibles et les humains. Oui, parce que vous aussi, si vous êtes faible, vous pourrez trouver l'amour un jour. Paulus, qu'est-ce que tu es en train de faire avec mon fond vert? Son poème parle d'une femme qui sait tout, et explique ensuite que chercher des réponses à nos questions est un peu le sens de la vie, et que si on savait tout, alors la vie n'aurait plus aucun sens. Méta. Notre perso a enfin une révélation. Il vient de se rendre compte que tout le monde dans le club préfère parler de choses qui sont tristes. Ce à quoi Monika répond « Bah oui, on parle de quoi sinon? Elle vous donne ensuite un conseil d'écriture qui se résume juste à partager ce que vous écrivez avec quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, puis regroupe le club pour organiser les préparatifs du festival. Cependant, l'atmosphère est un peu plus dense. Yuri imagine immédiatement que c'est un présage et que quelque chose de mal va se passer. Ce serait vraiment surprenant, mais notre perso dit que non. La seule différence, c'est l'absence de Sayori. Monika redirige la conversation vers les préparatifs, demandant ce que le groupe compte faire. Natsuki répond qu'elle fera des cupcakes, Monika imprimera les prospectus une fois que Sayori aura envoyé le design final, et Yuri... Oui. Monika n'arrive pas à trouver une tâche à donner à Yuri, qui du coup se pense inutile. Monika rétorque, lui demandant finalement de faire une bannière et de s'occuper des décorations pour mettre en place une bonne atmosphère. Cool. Et nous? Enfin, notre perso? Comme Yuri et Natsuki ont toutes les deux beaucoup de travail, Monika vous invite à aider l'une d'entre elles. Elle vous invite aussi à venir l'aider avec les prospectus. Les filles se mettent alors à argumenter, ou plutôt se disputer, pour savoir qui devrait recevoir l'aide de notre perso. Après ce lourd débat, vous avez enfin un choix. Ah enfin. On a le choix entre les 4 filles. Alors, on va essayer Monika. Et ben non! Yuri et Natsuki protestent en disant que Monika reçoit déjà l'aide de Sayori, donc être à 3 pour faire des prospectus serait inutile. Ah, Sayori? Bah non, je viens de dire qu'elle aide Monika. Ah, donc en fait c'est Natsuki ou Yuri. De toute façon on va faire les deux. Oui! C'était une véritable perte de temps. La fille que vous avez choisie va leur tenter de réconforter l'autre fille, en endossant le rôle de Sayori. Elle réussit et tout redevient normal. Tout le monde range leurs affaires et notre perso récupère le numéro de la fille choisie. Tout le monde rentre chez eux, et c'est la fin de la journée. Ah, c'est rapide là aussi. Ouais, mais là on arrive au week-end et on a 2 dimanches à couvrir. Ah, ben je cherche à manger. Notre personnage s'inquiète, Sayori ne répond à aucun de ses messages après ce qu'il s'est passé il y a quelques jours. Il décide alors de s'arrêter chez elle pour voir si tout va bien. Ah c'est vrai, j'avais un peu oublié. Il rentre chez elle sans même frapper à la porte, On appelle ça une effraction. et se dirige directement vers la chambre de Sayori. En entrant, on remarque immédiatement la peluche de Chuck à l'arrière. J'ai pas joué à Angry Birds depuis des années. Notre personnage, lui, remarque que même s'il n'est pas venu depuis super longtemps, la chambre est exactement la même, que ce soit les décorations ou le bazar général. Sayori demande ce qu'il fait là, alors que Yuri / Natsuki arrive dans l'après-midi. Comment c'est ça? Monika la tient informée, c'était la vice-présidente après tout. Notre perso finit par dire qu'il est venu parce qu'il s'inquiète pour elle. Sayori tient alors un discours étrange, disant que ce n'est pas bien, tout est de sa faute, si elle n'avait pas montré ses sentiments elle ne serait pas là, et sa présence est la punition du destin. Quoi? Notre perso attrape Sayori par les épaules, la seconde en demandant d'expliquer ce qui lui arrive. Elle est complètement folle! Alors, en fait... Bon, tu peux arrêter s'il te plaît? Après avoir ri nerveusement, Sayori révèle qu'elle souffre de dépression depuis des années. C'est la raison pour laquelle elle est en retard chaque matin et qu'elle n'arrête pas de dire qu'il devrait passer du temps avec Yuri. Ah, oh... D'accord, dépressif. Notre perso demande pourquoi elle ne l'a pas dit avant. Il se sent trahi en tant qu'ami proche et s'il l'avait su plus tôt, il aurait fait tout ce qu'il pouvait pour que ses journées soient un peu meilleures. Alors, de 1, ce n'est pas du tout ce que tu dois dire à quelqu'un souffrant de dépression. De 2, je suis passé par là et je n'avais pas la moindre idée d'être dépressif avant très tard.
donc ce n'est pas si facile de dire quand est-ce que tu commences à être dépressif. Bon, la suite décrit parfaitement le ressenti, entre le fait qu'elle ne veut pas qu'on s'occupe d'elle, mais elle souffre à l'idée de perdre un ami. La douleur est assez compréhensible. Sauf pour notre perso. Bon, la situation est un peu délicate. J'admets qu'il ne comprend pas ce qu'elle ressent, mais ça n'a aucune importance, car tant qu'il peut faire quelque chose pour l'aider à aller mieux, eh bien c'est ce qu'il fera. Il tient à elle plus que tout, et il ne veut pas qu'elle souffre parce qu'elle pense être égoïste en l'ayant forcée à rejoindre le club de littérature. Il lui fait un câlin, mais Saori reste immobile, et veut au contraire qu'il ne s'occupe pas d'elle. Donc pourquoi il y a un blanc sur moi? Je sais pas, t'as pas une blague pour détendre l'atmosphère? Bah non, ça vaut ma émotion, on gâche pas ça. Notre personnage en a rien à faire. Si elle se pense égoïste, alors lui aussi va être égoïste en s'occupant d'elle. Y'a pas un paradoxe dans cette phrase? Saori est perdue, confuse et effrayée par ses sentiments et son câlin. Finalement, le câlin s'arrête. Notre perso propose à Saori de passer le festival ensemble, en promettant que c'est ce qu'il veut. Elle accepte en se disant que ça pourrait être sympa. Notre perso aimerait rester avec elle, mais Yutsuki ne va pas tarder à arriver. Il propose à Saori d'annuler ou de venir chez lui pour les aider, mais elle refuse. Elle va rester seule, mais assure qu'elle sera là demain. Notre perso quitte la maison à contre-cœur et rentre chez lui. C'était quelque chose. Ne pas faire de commentaires sera le meilleur commentaire. Passons à la suite. Après quelques minutes, Natsuki arrive avec un lourd sac rempli d'ingrédients qu'elle porte sans aucun problème, là où notre perso est surpris par le poids ridicule du sac. Pourquoi t'en parles? Parce que c'est une nouvelle preuve qu'il suffit d'une petite blague pour qu'Internet en fasse un mème. La discussion dérive un peu sur le fait que Natsuki aime surprendre les gens qu'il a juste à sa taille. Notre perso dit qu'il apprécie qu'elle exprime ses pensées, ce qui la fait revenir instantanément sur la défensive. Il s'excuse et essaie de la complémenter, mais il le fait de la pire façon possible. Bah, tu vois, elle est petite, mais c'est pas grave, je suis sûr qu'il y a des mecs comme ça. Hein. Tu me dégoûtes. Les deux commencent enfin à faire les cupcakes. Natsuki apprend à notre perso comment faire la cuisine, Non, elle lui apprend à bien faire la cuisine. et la cuisine devient un chantier très rapidement. Natsuki apporte la dernière touche avec du colorant pour que le cupcake soit de couleurs différentes, avant de mixer le tout. Natsuki goûte le glaçage et notre perso voudrait faire de même. Natsuki refuse et un combat commence pour empêcher son doigt de toucher le glaçage. Elle perd et se retrouve avec du glaçage sur le visage. Elle essaye de le lécher avant de se venger en mettant sur le visage de notre perso. Ils se battent encore et il réussit à la plaquer contre le mur, exigeant des excuses. Elle s'exécute Ça fait beaucoup de mots en X. et il dit qu'il ne devrait pas embêter une fille pour si peu. Elle répond en disant qu'il ne devrait probablement pas faire ça non plus. Il prend sa main et lèche le doigt crémeux de Natsuki. Natsuki est profondément déstabilisé et n'arrive même pas à se mettre en colère. Je pense que le terme qu'on cherche est traumatisé. Mais, comme on est dans un jeu de drague, Natsuki dit qu'on ne devrait pas faire ce genre de choses, à moins qu'on aime vraiment quelqu'un. Notre perso ne comprend pas comment l'ambiance a pu changer aussi rapidement. Oh, je sais pas, peut-être parce que tu viens de la lécher. Dieu merci, l'alarme incendie commence à sonner à cause d'un vieux plat dans le four en train de brûler. Comment ça se fait qu'il t'ait pas senti l'odeur de brûler? T'as déjà oublié? Elles n'ont pas de nez. Bon, ils reprennent la cuisine, un moment passe, et Natsuki sort les cupcakes qui sentent bon du four. Elle invite notre perso à commencer à le décorer avec ces machins à crème là. On appelle ça une poche à douille. En voyant un nez très fin, La douille. notre perso a d'un coup une illumination et propose de mettre différents mots à l'aide du glaçage. Natsuki est surprise devant cette bonne idée. Il y a une sorte de blague sur le fait que c'est mignon comme Natsuki, et ils se mettent au travail. Mec, ça va pas? Si, Comment tu mets métacarpophalangène là-dessus? Bah, tu le mets pas, vu que c'est trop lent. Ouais. Et hippopotomonstreux équipé d'héliophobie. Quoi? Une fois le travail terminé, Natsuki met les cupcakes en rang d'oignon et se retient d'en manger un sous prétexte que son père va faire à manger ce soir. Elle ajoute que quand son père fait à dîner, elle a intérêt à en manger le plus possible. Bonjour, j'ai une pizza au nom de Tchekhov. Ah oui, c'est pour nous, merci. Salut monsieur. Cette info laisse notre perso et nous-mêmes un tantinet circonspect. Natsuki redirige la conversation en disant qu'elle doit partir si elle veut être rentrée à l'heure. Une fois ses affaires prêtes, notre perso l'accompagne jusqu'à la rue. Il lui dit qu'elle peut revenir quand elle veut, que ce soit pour lire des mangas ou juste pour se balader. Natsuki demande s'il est sincère et dit qu'elle aimerait vraiment rester plus longtemps, mais elle ne peut pas. Soudainement, elle se rapproche. Non. Soudainement, un zoom de 150% la rapproche de notre perso et elle s'accroche à son t-shirt. Elle dit qu'elle ressent quelque chose depuis un moment avant de faire un bond en arrière. Saori est en train de les regarder. Notre perso essaye de dénier toute insinuation. Et une de plus. Saori voulait juste passer pour faire un coucou. Malheureusement, Natsuki est sur le point de partir. Elle lui dit de ne pas manger les cupcakes et lui donne rendez-vous au festival du lendemain. Et elle se casse. Saori. Stop! Bailez-moi en tout cas. Après avoir quitté la maison de Saori, notre perso trouve Yuri devant chez lui. Celle-ci commence à s'inquiéter de son absence, malgré le fait qu'elle vient d'arriver il y a à peine 20 secondes. Elle transporte avec elle un grand sac rempli de fournitures pour la bannière, en plus de tout ce que notre personnage a dû acheter à sa demande. Il rentre et se dirige vers la chambre de notre perso. En entrant, Yuri fouille la chambre du regard et complimente sur le fait que c'est vraiment
rangé. C'est vachement vite quand même. Je pense qu'il fallait que ce soit aussi générique que possible. Après une petite dérivation, il commence à parler de la déco. Yuri propose de mettre des lumières et des bougies aromatisées. Elle devient chef-op d'un coup? Notre perso le complimente d'une bien meilleure manière que ce qu'il a fait avec Natsuki, et Yuri propose plus de techniques pour mettre en place une bonne ambiance. J'aurais beaucoup aimé avoir ton idée que ça pour mon TPE. Après avoir partagé plusieurs idées très ingénieuses, ils se mettent au travail. Alors qu'il fabrique des rubans, Yuri sort de son sac un couteau de poche. Tiens. Oh, Chekhov, qui l'eût cru? Pelux t'attrape? Eh non 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 non. Oh. Merci. Yuri révèle qu'elle a une passion pour les couteaux. Elle devient bien évidemment très stressée en appréhendant la réaction de notre perso, mais celui-ci les rassure en disant que ça lui va bien, et que ce couteau est quand même super stylé. J'avoue. Yuri propose à notre perso de tenir le couteau. Celui-ci étant curieux et stupide, il teste le tranchant de la pointe du couteau en passant son index dessus. Mais mec, la lame d'un couteau bien tranchant a une épaisseur de 8 micromètres, justement pour que ça puisse couper sans problème. Ce genre de couteau peut couper dans la chair comme si c'était du papier. C'est elle qui le dit. Du sang coule du doigt de notre perso, et Yuri prend sa main pour regarder les blessures de plus près. Le sang la fait trembler, et son premier réflexe est de mettre le doigt dans sa bouche pour lécher la blessure. Mais vous êtes pas sérieux? Notre perso récupère sa main, et Yuri se rend compte de ce qu'elle a fait, la rendant extrêmement gênée. Du coup, pour régler la situation, notre perso lui lèche le doigt en retour. Ouh là 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 là, risqué, très risqué de la part de notre protagoniste. En effet, les filles n'aiment pas toujours qu'on les lèche lors du premier rendez-vous. Eh oui Augustin, et je viens de recevoir le message comme quoi nous venons d'avoir les images de la réaction du public. Oui, nous pouvons absolument voir de la part de notre réactionnaire la surprise. Lisez sur son visage la confusion, le conflit, il ne sait absolument pas ce qu'il se passe. Oui. Miraculeusement, ça a marché. Il commence enfin à faire des trucs qui ont du sens, comme aller chercher les pansements, ou pas. Et recommence à bosser, en attaquant rapidement une bannière peinte à l'aquarelle. En revenant avec de l'eau, notre perso surprend Yuri en train de remettre sa manche pour cacher son bras. Je me demande bien pourquoi. Une fois le schéma de la bannière établi, il commence à peindre. Plus de temps passe, et lorsque Yuri tente d'attraper un pinceau sec, elle se cogne la tête contre celle de notre perso. Celui-ci met de la peinture sur le visage et le cou de Yuri par je ne sais quel salto du poignet. Son perso récupère une serviette pour essuyer Yuri. Une fois nettoyé, il commence à reculer sa main, mais Yuri l'attrape et fait durer le malaise plus longtemps. Ça devient gênant là. Bon, on accélère un petit coup, et le travail est terminé. Yuri laisse la bannière sécher chez notre perso, et commence à faire ses affaires. Comme avec Natsuki, ils sont un peu déçus de ne pas avoir plus de temps pour lire, mais elle doit partir si elle veut pouvoir manger à l'heure. Et tout le monde sait que l'heure du dîner est super importante. Notre perso raccompagne Yuri à la porte, et lui dit qu'elle peut revenir quand elle veut. Elle se rapproche alors. Non. Son modèle est grossi de 150%, vous aurez pu faire ça en vectoriel les mecs, et attrape la main de notre perso. Oh non, pas encore. Et si. Yuri voulait passer faire coucou, mais Yuri est sur le point de partir. Elle lui dit qu'elles se verront au festival, et elle se barre. Notre perso demande à Sayori ce qu'elle fait ici. Celle-ci nous révèle qu'en réalité, elle se faisait torturer par son imagination. Quoi? Comment ça? Elle souffrait à l'idée qu'on s'amuse sans elle. Elle dit que ça la rend très heureuse que notre perso soit aussi proche de Natsuri, mais elle se met à pleurer en disant ces mots. Elle devrait être heureuse qu'il se fasse de nouveaux amis, et pourtant elle a l'impression que son cœur se déchire en morceaux à cette idée. Paradoxal la fille. On va peut-être limiter les blagues sur ce passage. Sayori est à la fois perdue et dévastée par ses propres sentiments. Elle répète que tout serait plus simple si elle disparaissait tout simplement, et que Monika avait raison. Attends, quoi? Notre perso essaye de rassurer Sayori et dit qu'il est même prêt à dédier sa vie à l'aider pour aller mieux. Sayori n'est toujours pas rassurée, et elle révèle qu'elle aime tellement notre perso qu'elle pourrait en mourir, et qu'elle a peur qu'elle l'aime plus qu'il ne l'aime elle. Ça a du sens. Et là, un choix s'offre à nous. Rester meilleurs amis ou déclarer sa flamme à notre tour. Bon, si je refuse la déclaration d'amour d'une fille dépressive, je vais l'avoir sur le karma, donc on va dire oui. C'est beau l'amour. Surtout qu'en plus tu l'as refusé dans la première run. L'amour, c'est pas mon truc. Ah bah, je suis venu pour les cupcakes. Donc, une déclaration d'amour plus tard, les deux tourtereaux. Est-ce qu'on peut les appeler comme ça? Bref, ils se font un câlin et notre perso répète qu'il s'occupera d'elle. Cependant, Sayori est toujours perdue. Elle dit qu'elle est supposée être heureuse, mais les nuages noirs dans son cœur ne partent pas. Son perso la rassure une nouvelle fois en disant que tout va bien. Ça va prendre un peu de temps pour que tout redevienne dans l'ordre, mais il sera là pour elle, quoi qu'il arrive. Et c'est bien normal, la dépression ça ne part pas comme ça. Il faut du temps, de la patience, faire des choses qu'on aime, et un matin ça ira un peu mieux, puis le matin suivant ça ira encore un peu mieux, et ainsi de suite. Donc, non, ce n'est pas instantané. Le câlin finit par prendre fin. Notre perso dit alors que le festival sera comme un premier rendez-vous. Mais Sayori dit qu'elle veut que tout reste comme avant, même s'ils sont maintenant un couple. Elle demande ensuite si c'est la meilleure chose pour elle.
Elle ajoute qu'elle ne comprend pas vraiment ce qu'elle ressent, et que lorsque notre perso a dit qu'il l'aime, ça fait comme si elle avait sauté dans des ronces, mais c'est aussi pour ça qu'elle lui fait confiance. Notre perso promet une nouvelle fois qu'il fera de son mieux pour elle, mais au fond de lui il est complètement déboussolé. Il promet quand même qu'il fera tout pour que Sayori soit heureuse à nouveau. On se demande qui sera vraiment heureux. C'est le jour du festival, notre perso réussit à prendre tout ce qu'il avait préparé avec la fille que vous avez choisie, et il attend Sayori qui est encore en retard. Malheureusement, elle ne répond pas à son téléphone, et notre perso ne peut pas l'attendre plus longtemps, ou bien elle sera en retard lui aussi. Arrivé à la salle du club, Monica le salue, il est le premier arrivé, et la musique n'a toujours pas commencé. Bon, ça tombe bien, elle commence à me taper sur les nerfs. Monica prépare le podium pour le récital, et est surprise qu'il ne soit pas avec Sayori. Notre perso explique qu'encore une fois, elle ne s'est pas levée à l'heure. Il la traite d'idiote et dit, franchement, lors d'un jour comme ça, elle pourrait faire un effort. C'est vrai, elle fait clairement pas assez d'efforts pour surpasser sa dépression toute seule sans ses parents ni supervision médicale. D'un seul coup, il se souvient de la discussion de la veille. Ah la bonne heure! Monica rigole et dit qu'il devrait prendre un peu plus de responsabilité pour elle. Il faut dire qu'il a un peu laissé tomber ce matin, malgré la conversation de la veille. Mais comment c'est pour la conversation de la veille? On ne sait pas vraiment, Monica se contente de dire qu'elle est la présidente du club et qu'elle sait probablement plus de choses que notre personnage, restant si mystérieuse que la crêpe en roulant la chantilly de mystère. Quoi? Ah d'accord, c'est l'heure du goûter. J'ai faim! Monica propose de voir les prospectus. Notre perso complimente le résultat et regarde les poèmes que chaque membre a choisis, avant de tomber sur celui de Sayori. Ce n'est pas celui qui était prévu, et il est différent de ce qu'elle écrit d'habitude. Différent comment? Oh bah différent dans le sens qu'elle a écrit 46 fois sort de ma tête avant d'écrire qu'elle fera ce qu'il y a de mieux pour lui et de montrer à quel point elle l'aime. Ah oui! C'est très engagé en effet. En faisant ça, son sang ne fait qu'un tour, et il part à toute vitesse chez Sayori, clairement inquiet et remettant son choix en question. Son personnage arrive devant la maison de Sayori. Il frappe à la porte. Pas de réponse. Il s'en doutait un peu. Il appelle sur son téléphone. Pas de réponse. Peut-être qu'elle dort encore. Il entre dans la maison et l'appelle. Pas de réponse. Elle dort profondément, comme d'habitude. Il monte et frappe à la porte de sa chambre. Pas de réponse. Il avale. Il frappe plus fort. Pas de réponse. Il appelle plus fort. Pas de réponse. Il ouvre doucement la porte et voit... Sayori est morte, pondue, les mains en sang et le regard vide. Le jeu se met alors à bugger et notre perso est dévasté. Il a perdu la meilleure amie qu'il a jamais eue et sa nouvelle amoureuse. Sa tête se remplit de pensées tentant de trouver ce qu'il a fait de mal. Il est convaincu qu'il aurait pu faire autrement, qu'il aurait pu la sauver. Mais il ne l'a pas fait, et il transportera cette honte toute sa vie. Après tout, ce n'est pas comme s'il était dans un jeu vidéo et qu'il pouvait chercher une sauvegarde pour changer ses actions. Bah si. Effectivement, mais quand on fait ça, le jeu dit que le fichier de Sayori est corrompu ou manquant, et le jeu plante. Ah. Bon, l'ambiance est beaucoup trop triste, Pollux, fais une blague. Je ne sais pas, on a quoi dans la liste? On a un risotto aux fines herbes et une chaussette, Quoi? Mais mec, on a du respect, elle est morte! Oh, c'est bon, ça va, c'est un personnage de jeu Mais vidéo, mec, c'est pas comme ça. mais elle est morte. Mais non, c'est Mais- dans le script. Mais c'est un personnage quand même, un peu de respect. Mais